Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Une affaire rondement menée, les Dragons filent vers une nouvelle demi-finale de Coupe de France après une victoire qui fait du bien contre Brest. Tout ce qu'il fallait finalement avant une semaine de trêve internationale et une double confrontation de la France face à la Croatie. Entre autres, on y reviendra. Dans cette émission, nous mettrons également en lumière l'équipe masculine de Metz Handball qui prépare un match de Coupe de France. Ça nous rappelle des petits souvenirs de la saison passée. Ce sera à travers une interview du coach David Motika en toute fin d'émission. Et je ne suis pas seul, vous vous en doutez. Avec moi, on retrouve Arthur Carmier de l'Ami Sport. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. En forme pendant cette trêve, tu gardes le rythme ? Oui, effectivement. Il fallait absolument garder le rythme. Quand Metz Handball gagne contre Brest, forcément, le moral est au beau fixe. Ceux qui suivent les réseaux sociaux ont peut-être vu arriver en trottinette sur le plateau de Dragon Mag. On garde la forme quoi qu'il arrive. Face à toi, elle a convaincu la semaine dernière. Elle revient pour une deuxième titularisation. Claire est avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Pas d'arrivée en trottinette pour toi, mais c'est pas grave. On t'en veut pas. On laisse ça à Arthur. C'est son petit style un petit peu particulier. On arrête de déblatérer. On passe tout de suite à l'actu. Et cette séquence d'actu, on la démarre un petit peu dans le dur. Le Sarrebourg Moselle-Sud Handball a signé la 5e défaite de rang avec la réception de Massy ce mardi. Une déconvenue de 9 buts quelques jours après une autre subie aux mains de Ivry. Ça commence à faire un petit peu beaucoup pour les Yellow Fox qui se rapprochent assez rapidement de la zone rouge en Pro League, mais qui dispose malgré tout d'une occasion de se relancer avec la réception de Frontignan ce samedi. Une équipe qui figure juste un cran au-dessus d'eux au classement. Et ce match, il sera justement à vivre en direct sur Moselle TV dès 20h25. Personnellement, je ne sais pas où en sont les joueurs de Sarrebourg, mais pour ce qui est des équipes de la chaîne, je sais qu'elles donneront tout pour obtenir un bon résultat. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à Moselle TV, mais on a des techniciens qui peuvent faire gagner des matchs. Ils portent chance à ce qui paraît. Handball masculin toujours, les Cerbères de Metz Handball se sont relancés dans le cadre d'un déplacement à Annecy, une victoire 28-34 qui met fin à une série de 6 matchs sans victoire et qui leur permet de se placer au milieu de tableau de National 1. On en reparle bien sûr des Cerbères en toute fin d'émission. Metz Handball toujours, mais du côté de la Nationale 1 féminine, ce sont les jeunes Dragons qui se sont offerts le scalp d'Aubervilliers sur le score de 30-24. Les coéquipières d'Ivana Tangana s'attaqueront à Ceris pour leur prochain match, mais il faudra attendre le 14 mars. La faute à la trêve chez les jeunes, elles aussi, mais en tout cas en Nationale 1 féminine, Metz Handball continue d'occuper la première place. Pas d'actu des réseaux cette semaine, faute de contenu à se mettre sous la dent. On va continuer à scruter ça avec Aymeric Guillaume, vous inquiétez pas. On revient la semaine prochaine. Par contre, j'ai une petite actu un peu insolite. Le Toulon Métropole VAR Handball a annoncé le recrutement de Laura Canor jusqu'en 2028. Jusqu'ici, tout va bien pour l'actuelle brestoise qui passe de rebelle à rebelle. En revanche, regardez bien, elle est annoncée comme demi-centre et le communiqué évoque aussi la dynamique de la base arrière. C'est plutôt curieux ça, Arthur. Tu la vois se reconvertir, Laura Canor ? Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Je pense que ça doit être une petite coquille, ça peut arriver. Nous, c'est notre hantise. Des fois, on sait des choses, on les écrit, mais entre la publication, la relecture, peut y avoir certains un petit visuel sur Photoshop déjà préparé à l'avance, et puis on oublie de changer le titre. Ça doit être ça, je pense. Bon, ça fait sourire, tant que ça reste bienveillant et gentil, ça va. Ouais, pour la petite anecdote, dans un article il y a quelques années, j'avais fait une faute d'inattention, j'avais marqué Laura Canor, pivot. Elle n'était pas pivot non plus à l'époque et elle était venue me trouver avant un match en me disant depuis quand je suis pivot ? Donc bon, elle a tendance à prendre ça à la rigolade. On verra, peut-être qu'on la verra en demi-centre la saison prochaine. C'est peut-être la grande surprise du chef. Sur certaines séquences, du côté de Toulon, pourquoi pas. Allez, on quitte l'actu et on se dirige vers le récap. Et vous le savez, on a un gros morceau à traiter, un très beau quart de finale de Coupe de France entre Metz Handball et Brest. La semaine dernière, dans mon dos, il y avait les mots match référence avec un point d'interrogation suite au match face à Esbjerg. Cette fois, j'ai eu envie d'y mettre un point d'exclamation dans la joute face à Brest. Metz Handball n'a pas tout réussi, loin de là, mais Metz Handball a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Et on va développer ça avec toi, Claire. Vu des tribunes, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre, au-delà, j'imagine, du petit stress qu'il y a pu y avoir au fil de la rencontre ? Oui, déjà, c'est des matchs particulièrement, je trouve, ceux contre Brest, où on sent déjà l'atmosphère dans les tribunes. Avant, il y a une espèce d'électricité, il y a une espèce de tension. C'est déjà pas la même chose.
Vu des tribunes, bien sûr, il y avait du stress, mais surtout, j'ai trouvé qu'on était tous à fond. Il y avait de très, très belles actions. Tout le monde était hyper engagé. On en parlait avec Rémi la semaine dernière sur l'agressivité qui allait être un point important. On n'a pas été déçus là-dessus. Pas du tout, mais que ce soit des deux côtés, en particulier nos Dragons. Je repense à une situation en première mi-temps où il y a une paire de balles des Brestoises où finalement Léna se jette dessus après Sarah. Et finalement, ça fait lever tout le public. Et il y a eu plein de situations où justement le public s'est levé, a eu beaucoup de plaisir et on a senti nos taulières d'ailleurs aussi. Chloé, on a senti Lucie d'ailleurs qui n'hésitait pas à soulever son maillot. Enfin, c'était une ferveur, un engagement. Enfin, waouh, quel match! Ouais, j'ai le souvenir d'un petit coup de la corde à linge subi par Petra Vamos aussi en première mi-temps où elle a bien décollé du sol. J'avais l'impression d'être dans Puissance 4 sur RTL 9 il y a quelques années en arrière. Arthur, à la mi-temps, les Dragons sont menés de 2 buts. Moi, j'ai le sentiment à ce moment-là, et dis-moi si tu le partages, que Brest avait tout simplement été meilleur sur la première partie de la rencontre. Sur la première partie de la rencontre et surtout sur ces 20 premières minutes, quand on se souvient du déroulé du match, Brest prend assez rapidement 3 à 4 buts d'avance. On avait peur à ce moment-là pour Metz Handball. On voyait le scénario un petit peu du match aller de championnat. Ouais. On reviendra avec cette formulation plus tard. Se dessiner de nouveau, mais il y a eu une réaction assez louable autour justement de la 20e minute de jeu, tantôt avec l'entrée de Lilou Borg pour un petit peu donner du lien dans les circuits de passe en attaque. L'entrée de Xenia Smith en défense au poste 3 a fait du bien aussi dans cette rencontre. Et Metz Handball a trouvé son rythme. Et après, je pense que Brest ne s'attendait pas à une deuxième mi-temps aussi royale de la part de Metz Handball. Ça a été hyper compliqué pour les Brestoises de suivre le rythme mené et imprimé par cette équipe messine. Malgré la super entame brestoise, Brest était vraiment au niveau dès le début de match, mais c'est un petit peu éteint sur la deuxième mi-temps, en grande partie grâce à ce que Metz Handball et le staff ont réussi à mettre en place. C'est vrai, clair qu'on en parlait, cette affiche de toute façon entre Metz et Brest, c'est ce qu'on peut trouver de mieux dans l'hexagone au niveau du handball féminin. On n'a pas été déçus de cette rencontre-là, on a parlé de l'intensité, mais même dans le niveau de jeu global, quand on voit Brest qui commence à aligner des kung-fu ou des jeux en une touche de balle ou des choses comme ça sur des séquences en première mi-temps, et quand on voit aussi ce qu'a pu faire Metz Handball en deuxième mi-temps sur des séquences assez folles, c'est vraiment le top du top. Et on peut aussi espérer voir ces deux équipes-là au sommet du handball européen dans quelques mois. Donc c'est super d'avoir ça aux arènes de Metz et de pouvoir l'observer de cette manière-là. Oui, à chaque fois, c'est vraiment le niveau Ligue des Champions. Je me souviens, l'an dernier, c'était pareil, le premier match, l'aller pour le coup en championnat était aux arènes et on s'était fait la même réflexion. En fait, à chaque fois où quasiment que Metz et Brest se jouent, on est dans un niveau de jeu hyper élevé. Alors bien sûr qu'il y a aussi l'enjeu particulier du côté championnat, mais après, on a un nombre d'internationales très élevé des deux côtés. Je pense qu'elles ont toutes très très envie de bien faire et tout simplement en fait on a deux équipes phares de notre championnat qui sont juste exceptionnelles. Les deux sont qualifiées directement en quart de finale, donc oui, on ne peut que espérer avoir nos deux clubs au Final Four et si possible ne pas s'affronter tout de suite. Brest a passé un cap justement à mon sens depuis quelques saisons. Depuis, on va dire, cette forme de régression, après que Brest ait pris... La petite traversée du désert après les titres de 2021. Après les titres raflés au nez et à la barbe du club de Metz Handball. Je pense que le club breton a un petit peu accusé le coup ces dernières saisons. Mais depuis l'arrivée de Raphaël Tervel, j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de faire fi de ces événements du passé où il y a quand même un rapport de force qui est historiquement en faveur de Metz Handball. Et ça peut jouer dans la tête des Brestoises avant des rendez-vous comme cela. Mais depuis, d'autant plus cette saison, avec aussi cette progression en Ligue des Champions, c'est la première fois qu'elles font une aussi belle phase de poule. Eh bien, le rapport de force est vraiment très équilibré et j'ai vraiment hâte de voir le match retour de championnat. Mine de rien, le 5-0 de la saison dernière est peut-être aussi un petit peu en trompe-l'œil parce que ça a été de toute façon des matchs extrêmement accrochés et
Mess Handball les a remportés parce qu'il y avait un tout petit cran en plus, mais c'est pas pour autant que Brest avait démérité dans ces rencontres-là. Il n'y a pas eu des écarts de fou sur les rencontres qui ont fait qu'on pouvait dire Mess Handball roule totalement sur Brest. C'était pas tout à fait ça non plus. En tout cas, pour revenir à notre match, à la fin, ça fait +2. Il en faudra un petit peu plus en championnat si on veut remporter le titre du côté de Mess Handball. Il faudra un minimum un +4 pour renverser le goal average du match aller. Mais il faudra un match plein. pour le moment, on signe sur ce résultat en Coupe de France. Et je vous propose justement d'aller jeter un œil aux réactions après la rencontre. On file vers la zone mixte. On savait que ça allait être difficile, il y avait aussi beaucoup de pression forcément. Je pense qu'en première mi-temps, on fait quelques erreurs qui nous coûtent cher. On perd des ballons un peu bêtes ou derrière elles mettent contre-attaque directe, ça fait mal à la tête. On se dit dans le vestiaire qu'on peut être à -5, qu'on n'est qu'à -2, qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on s'accroche et il faut mettre un peu plus d'agressivité si on veut gagner ce match. On rentre en deuxième mi-temps avec pleine d'énergie. J'ai la sensation aussi moins de doute, plus de confiance. Boutsen qui fait des arrêts derrière des contre-attaques, tout ce qu'on aime qui nous anime et qui nous fait passer devant. Après, le public a été exceptionnel aussi ce soir. Merci à eux. Il m'a semblé te voir un petit peu ému quand même à la fin du match. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Ouais, je suis très contente d'être là. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je suis contente, j'avance petit à petit et c'est un petit peu un soulagement aussi à la fin de ce match de se dire que il y a 2 mois en arrière, je faisais un de mes premiers matchs contre Brest là-bas, que j'avais pas été à la hauteur et que j'avance petit à petit. Donc soulagée. On dit parfois que Mess Handball a un petit peu de mal quand les matchs sont vraiment physiques, durs et que parfois Mess Handball manque un petit peu de vice. Qu'est-ce que tu peux me dire du match aujourd'hui ? Je pense que c'est pas vrai déjà. Je pense que dans l'impact physique, on est présent, dans la course, on est souvent très présent et c'est rare qu'on lâche dans les fins de match, donc c'est que physiquement on est quand même là. Après, manque de vice, on est peut-être trop gentil des fois, c'est vrai. C'est ce qui nous a coûté un peu sur le début de saison, je pense, sur certaines situations. Après, on essaye de l'améliorer, de regarder la vidéo et d'apprendre de ça. Manu nous en parle aussi beaucoup, donc on essaye de changer. Après, on ne peut pas changer complètement qui on est. On essaye aussi de jouer avec notre handball et ça fonctionne. Qu'est-ce qui était le plus important ce soir ? Se valider une demi-finale, encore une fois, en Coupe de France ou prendre la revanche contre Brest qui vous avait un peu malmené en Ligue Butagaz ? La victoire en Coupe de France largement. C'était un match couperé, on est dans une demi-finale, un match de Bercy. Après le match aller c'était un championnat donc c'est totalement autre chose, on se concentrera là-dessus plus tard. En plus il y a un écart de but à rattraper donc c'est encore différent. Là il fallait vraiment gagner d'un but même si ça devait se faire au penalty, c'était ok, ça passait. Donc c'est vraiment concentré sur cette rivalité aujourd'hui, on n'a pas pensé au championnat. Beaucoup d'engagement, beaucoup de densité physique, beaucoup de coups. Je pense qu'au sortir d'un match comme ça, les joueurs doivent être effectivement complètement rincés. Le début de match n'est pas cata. On prend un énorme éclat qui nous amène à -5. On est obligé de prendre les 2 temps morts en première mi-temps pour essayer modestement de stopper l'hémorragie. Je pense que le fait de revenir à la mi-temps à seulement -2 nous permet d'entrevoir une deuxième mi-temps un petit peu plus souriante et un petit peu plus stable. Voilà, après, ma seule crainte c'était quel caractère on est capable de montrer sur un match comme celui-là, jusqu'à où on est capable de repousser la défaite et à quel point on la haït réellement et qu'est-ce qu'on va vouloir montrer. Et ce soir, on peut s'entendre assez facilement sur le fait que cette équipe-là et ces joueuses-là ont énormément de caractère. On aurait pu sombrer à -5, pas du tout. Elles ont trouvé l'énergie, je pense, pour revenir, la compétence et c'est super de continuer l'aventure. On n'a pas gagné la Coupe de France encore. On n'a pas gagné le championnat de France non plus, on l'a pas perdu. C'est notre compétition, mais en tout cas, à très court terme, très content du match de ce soir et du caractère affiché. J'aime bien aussi dans ces matchs-là, les zones mixtes sont particulièrement intéressantes, on a des avis qui divergent, on a des analyses un petit peu différentes, des points de vue particuliers. Claire, qu'est-ce que tu retiens toi ? Peut-être la petite émotion de Chloé Valentini qui a peut-être marqué pas mal de monde sur ce moment-là. Oui, on sentait qu'elle était émue, mais sur le terrain, elle nous a livré une bataille. C'est-à-dire qu'on la voyait partout, dès la première mi-temps, que ce soit elle et Lucie. Je les ai vraiment trouvées toutes les deux très connectées sur le côté. On prend des buts, mais on ne va pas se laisser faire. Et c'est ce que disait Lucie aussi dans son interview par rapport au match aller. Elles avaient essayé de ne pas se laisser abattre pour le coup et de toujours continuer.
Chloé, que ça soit sur des buts qu'elle met, où il n'y a aucun angle et qui sont hyper importants parce que c'était justement, on était à -4, à -5, donc à chaque fois elle montre aussi à ses coéquipières qu'elle était là. Elle était hyper importante en défense et c'est vraiment sur cet état d'esprit où je les ai trouvées hyper conquérantes en fait. Donc des belles. Et puis Chloé, dans ce qu'on entend dans son discours, c'est aussi ça. Il y a aussi le fait qu'elle a été déçue un peu de sa prestation du match aller à Brest, parce que forcément les limites de son retour, c'était très tôt dans l'année 2026. Et là, elle a pu entrevoir aussi que son retour au plus haut niveau, il se faisait par ces rencontres-là. Et elle a franchi un cap entre le 14 janvier, il me semble, de mémoire, et ce match de fin février. Oui, c'était un premier accomplissement, on va dire peut-être pour elle. Et puis c'est un match de coupe, donc je crois qu'elle avait particulièrement, comme toutes bien sûr, à cœur de le gagner. Effectivement, elle a pu voir que son niveau de jeu, bien sûr, ne faisait que progresser, même si elle demande toujours d'être bienveillante envers elle. Enfin, je veux dire, c'est ce que... On veut juste qu'elle aille bien, qu'elle prenne du plaisir. Effectivement, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, mais en particulier à elle, de voir qu'effectivement, elle est capable de revenir à son plus haut niveau, mais surtout d'être impactante dans l'équipe, finalement, d'être de nouveau un leader. Ce qui est intéressant avec Chloé Valentini, c'est que son plaisir passe par la performance. Donc finalement, les Metz Handball et elle peuvent être parfaitement raccords. Arthur, toi, qu'est-ce que tu retiens aussi de ces réactions d'après-match ? On a senti beaucoup de choses chez les joueuses, comme chez Emmanuelle Menad. Ouais, pour continuer sur le cas de Chloé, après j'évoquerai ce que Manu a dit. Elle est ultra exigeante avec elle-même, ouais. Chloé Valentini, beaucoup plus que ce que tous les observateurs et même que le staff, je pense. Il y a d'ailleurs un dossier dans l'Ami Sport à retrouver sur le retour au plus haut niveau de Chloé Valentini et Laura Flip, même si Laura est un petit peu en décalé par rapport à ce retour, mais en tout cas, on peut trouver un dossier assez intéressant. Ouais, elle en a parlé longuement avec nous dans l'Ami Sport, même ici sur ce plateau. Je pense qu'il y a un processus qui a dû être fait, où elle a dû faire, d'une certaine manière, alors c'est un bien grand mot, mais le deuil de la Chloé Valentini d'avant, tout en devenant en fait une nouvelle joueuse pour la seconde partie de sa carrière. Mais ça ne veut pas dire que cette nouvelle joueuse, que cette nouvelle Chloé Valentini va être moins forte que l'ancienne version de Chloé Valentini. C'est différente. Parce que c'est une joueuse différente. Pour prendre une stat que le prépa physique Samuel Breton m'a glissé, elle a un pourcentage de masse musculaire et une détente qui sont supérieures à ce qu'elle avait avant sa grossesse. Donc c'est un petit exemple pour illustrer le fait qu'elle peut totalement atteindre un niveau phénoménal, un petit peu comme ce qu'on a connu auparavant. Et ce type de match qu'elle peut réaliser dans le cadre du collectif, et évidemment, c'est forcément hyper positif. Puis pour rebondir aussi sur les autres éléments de réaction, est-ce que c'est un partout balançante ? Non, parce que tu prends de l'avance. C'est un peu ce que Sarah disait. Ce sont deux compétitions totalement différentes. J'ai envie de dire que Metz Handball a peut-être non pas repris un avantage psychologique, mais une défaite aurait peut-être fait du mal dans l'histoire de la saison. Alors justement, cette histoire de un partout balle au centre, c'est Raphaël Tervel qui l'a évoqué en zone mixte, en expliquant tout simplement qu'il y avait une victoire Metz Handball, une victoire Brest désormais, et que ça allait se poursuivre comme ça, puisqu'il y avait une belle à jouer. Et bien, j'ai justement posé la question à Emmanuelle Menad et Chloé Valentini sur ce qu'ils en pensaient, on les écoute. Raphaël Tervel a utilisé le terme un partout balle au centre, considérant qu'il y avait une victoire pour chaque équipe. Qu'est-ce que tu penses de cet adage ? Finalement, il y a quand même une victoire en Coupe de France et une victoire en championnat, ce qui ne sont pas la même chose. Oui, c'est sûr. Alors après, si d'aventure on doit le résumer juste en termes de matchs joués, de victoires, oui. Après, leur victoire, alors j'ai envie de dire, à la limite, un partout, balle presque au centre et plus 4 pour elles, quoi. Puisque effectivement, c'est ce qui va compter. Donc voilà, ils sont encore et toujours un tout petit peu devant malgré tout. Je suis pas sûre, elles sont éliminées de Coupe de France, pas nous. On a encore toutes nos chances de gagner en championnat, plus 5 et j'y crois fort ici. Je demande, c'est encore pas tout de suite, mais qu'il y ait la même ambiance parce que le public nous a apporté ce soir et non, je suis pas d'accord avec ça.
On voit qu'il y a un petit désaccord dans le vestiaire sur la manière d'analyser ce 1 partout balle au centre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Claire? Plutôt team Manu ou effectivement 1 partout balle au centre avec un petit avantage Brest avec cette histoire de but, ou plutôt team Chloé, non, pas balle au centre puisqu'elles sont éliminées de Coupe de France et pas Metz Handball? Voilà où je suis d'accord avec notre capitaine, c'est le fait que ça c'était une compétition différente et qu'effectivement elles sont éliminées, pas nous. Donc là pour le coup on a gagné, c'est comme ça. Là où je suis team, on va dire, Lucie sur le côté championnat, c'est ce qu'elle disait dans une autre interview, c'est que on est à la mi-temps, en fait, on va dire, de la confrontation. On est effectivement à -4 à voir avec le goal à virage. Donc c'est des choses différentes, c'est des compétitions différentes, mais je trouve ça très sympa que notre capitaine ait pu remettre un petit peu de piquant on sait que les Brestoises aiment bien parfois aussi montrer les crocs, et encore une fois, c'est ce qu'on a vu dans notre match. On a aussi envie de montrer qu'on ne va pas se laisser faire et qu'en tout cas, elle, on va tout donner aussi donc que ce soit dans les gradins ou elle sur le terrain. Alors ça tombe bien que tu dis ça, parce que les tribunes ont joué un rôle aussi dans cette rencontre, et il y en a un qui en parle mieux que moi, c'est Emmanuel Moyenad. Il s'est exprimé lui aussi en zone mixte sur l'apport du public dans ce match contre Brest. Un mot peut-être sur l'ambiance globale aux arènes aujourd'hui. Le public a donné de la voix, a essayé d'encourager, a tensé peut-être aussi un peu parfois quand il le fallait. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance aujourd'hui? J'ai adoré. J'ai adoré le fait qu'on ne se sente pas abandonné à -5. J'ai toujours le sentiment que même le but qui nous permet de revenir à 4 a compté pour eux comme si c'était le premier et ou le dernier. Il y a vraiment eu une ambiance, une atmosphère énormissime. Et ce que j'aime ici, c'est que ça reste toujours très très bon enfant, même quand les arbitres se font. Voilà, c'est une bronca générale, il n'y a pas d'échauffourée, rien, c'était génial. Et pour le coup, la victoire, elle leur appartient aussi ce soir, parce que je le dis, à -5, le but qui nous permet de revenir un peu a compté beaucoup, et tous ont énormément compté. Et c'était vraiment une très 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 belle fête ce soir. En tout cas, il y aura un 3e match, une belle à jouer contre Brest cette saison. Ce sera aux arènes de Metz, avec le public bien sûr qui pourra jouer son rôle de public et encourager les Dragons. Ce sera le 2 mai et il décidera du résultat en championnat de France. Metz a 4 buts à combler. Et le mois de mai, c'est encore assez loin. Entre-temps, il y a d'autres choses à jouer, comme une demi-finale de Coupe de France qui s'est rajoutée au calendrier. Et justement, il y a eu le tirage au sort cette semaine. Metz croisera avec Paris 92 dans un remake de la dernière finale. Ce sera le 4 avril. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage, Arthur ? Déjà, plus on avance dans la compétition, plus on a de chance de voir des remakes de finales pour Metz Handball, parce que Metz Handball les dispute quasiment toutes ces finales de Coupe de France. Ça va être évidemment, maintenant que Brest est écarté d'une fort jolie manière, le grand favori restera évidemment Metz Handball. Mais comme Manu le soulignait, cette Coupe de France, elle n'est pas encore gagnée pour autant. Il va falloir faire le job sur le terrain. On a très souvent ces débats-là chaque année face aux équipes de standing inférieur, avec des ressources moindres en termes d'effectifs que Metz Handball. Si les matchs ne sont pas abordés et joués avec sérieux, si on ne le souhaite pas évidemment, s'il y a des joueuses qui doivent faire l'impasse sur un match pour reposer leur corps à cause de pépins physiques, ça peut quand même vite tourner. Donc, mais on connaît la vigilance de la maison Metz Handball dans ce type de rencontre à match couperé, match à élimination directe. Un petit peu comme en championnat, j'ai envie de dire, où on n'a pas le droit à l'erreur pour essayer de rattraper Brest. Forcément, il va y avoir des petits points d'observation, comme tu l'as dit, les états de forme, les potentielles blessures, les potentiels repos, etc., qui pourront s'ajouter. En tout cas, l'avantage, c'est que Metz Handball va jouer à domicile cette rencontre également, ce qui donne toujours un petit boost aussi pour tout le monde. Et qui évite aussi les excès de fatigue avec les déplacements, etc. Dans la deuxième demi-finale, il y aura une opposition plutôt sympa, Claire, entre la JDA Dijon et Chambray. C'est un beau duel du championnat de France qui peut aussi faire un peu des étincelles. Oui, je crois le 3e contre le 5e actuellement, si je me plante pas. Avec, J'ai pas l'agenda en tête, le classement en tête, mais on va se fier à ce que tu dis. Mais avec effectivement une belle densité. Dijon était quand même en 2024
4 finalistes en Coupe de France, puisque je crois que Paris a fait 2023 et 2025 à chaque fois. Comme disait Arthur, on a un peu rencontré tout le monde en finale des Besançon, des Dijon, des Paris. Donc... Mais avec effectivement de beaux effectifs, Dijon est toujours sur les 3 tableaux, avec une belle effectif. Pour nous les Messins, on a Lilou Pinta qui nous intéresse, on va dire particulièrement. On a Nina Dury qui a aussi fait des très belles choses, qui a été mise d'ailleurs en valeur dans l'équipe aujourd'hui avec un bel article sur elle. Donc l'équipe de Chambray, c'est une équipe aussi assez dense. Ça va jouer du beau handball, donc j'ai hâte de le voir. On va voir un peu ce que ça peut donner. C'est vrai que l'intérêt, c'est de savoir aussi si Dijon est capable de jouer sur ces 3 tableaux différents avec l'European League, qui est vraiment un des gros objectifs après le Final Four qui avait été disputé l'année dernière par l'équipe de Clément Lecasser. Et puis le championnat, forcément, où il faut aller chercher une place européenne pour continuer à vivre ces belles émotions. Et la Coupe de France aussi qui approche avec les demi-finales. On va voir ce que ça peut donner. Un prono, Arthur, sur cet affrontement Chambray-Dijon? Allez, je vais pas être original, je vais peut-être aller du côté de l'équipe à domicile légèrement favorite, du côté de la JDA Dijon, parce que Chambray est une belle équipe du championnat de France, mais j'ai le sentiment que Dijon est en train de... J'espère qu'il n'y aura pas d'accro dans leur projet pour la beauté du handball français, parce que ça ferait du bien d'avoir une équipe qui s'ancre solidement à cette 3e place, qui fait des parcours européens. Elle prend de l'épaisseur, cette équipe de Dijon, avec justement ses épopées en European League. Donc allez, pour cela, une finale à Bercy, ce serait une belle récompense pour la JDA. Ouais, cette 3e place en championnat, on aura l'occasion d'en reparler quand la Ligue du Gaz Énergie reviendra, mais c'est vrai qu'elle va être très disputée cette année. Il y a des équipes qui sont bien installées, il y en a qui ont pris un peu de retard, mais qui visent quand même cette 3e place. Ça va un peu se frictionner sur la fin de saison. Pour le moment, je vous propose de dérouler notre émission et on va sur les terrains. Ça ne vous a pas échappé, c'est la trêve internationale et comme d'habitude, il y a une grosse partie de l'effectif de Metz Handball qui est parti aux 4 coins de l'Europe pour défendre les couleurs de diverses sélections. Avec la France, il y a Chloé Valentini, Léna Granvaux, Lucie Granier, Sarah Bouktit et Lilou Borg. Avec la Suède, il y a Tyra Axner et Johanna Bunsen. Avec la République tchèque, on retrouve Sabrina Novotná. Bechaïdel Ngombele est avec le Congo. Et enfin, Petra Vamosh et Anna Albeck sont avec la Hongrie. Ça laisse peu de monde à Metz pour continuer à s'entraîner et à préparer la fin de saison, d'autant plus que chez les jeunes du centre, il y a aussi du monde en stage avec les sélections. Il y a Blandine Gros, Ivana Atangana et Ella Ferdilus qui sont en bleu, Tatiana Sinkuki avec la Serbie et Alice Gilberto avec l'Italie. Toutes les équipes disputent des qualifications à l'Euro 2026. Eh bien, elles ont joué entre mercredi et jeudi. Et on va forcément s'attarder un petit peu plus sur la France qui joue contre la Croatie en aller-retour. Et le match aller de jeudi, eh bien, la victoire a été assez nette, 30-19 en faveur de l'équipe de France. Arthur, ça donne de bonnes indications sur la dynamique de cette équipe qu'on avait quitté au Mondial, peut-être un petit peu déçu de son classement final, mais malgré tout dans un bon esprit. Après, déçu peut-être pas, parce que il y a quand même eu une finalité quand même au bout avec cette médaille de bronze. Mais, mais quand on est champion en titre, on a quand même envie d'aller défendre ça et on n'a pas pu voir la finale. Il est vrai. Après, c'est une équipe de France face à une équipe de Croatie, un petit peu en reconstruction permanente, sans vouloir être trop sévère depuis plusieurs années. Donc les Bleus ont fait défendre leur rang. Et dans la lignée de ce qu'on a pu voir ces dernières années sous l'ère Gardioux, je suis peut-être optimiste quand je dis année au pluriel. Oui, c'est récent l'ère Gardioux quand même. Ouais. Moi, depuis plusieurs mois, on va dire, cette équipe de France a l'habitude de voir, de sélectionner pas mal de joueuses, des jeunes. Là, on a eu le retour de Chloé Valentini, qui est évidemment une cadre de cette équipe et qui reviendra à un top niveau, j'en suis sûr et certain. On voit quand même que le vivier français, il est quand même ultra impressionnant et ça se caractérise dans des matchs comme ça. On s'était plaint pendant plusieurs émissions, encore que la Croatie est quand même une belle nation du handball mondial. Mais les groupes de qualification, que ce soit pour l'Euro ou la Coupe du Monde... C'est parfois très déséquilibré. Ouais. Donc
ces matchs qui sont certes des matchs officiels ont aussi parfois valeur de tests et de revue d'effectifs et on arrive à jongler parfaitement avec ça du côté de l'équipe de France. C'est vrai que j'ai le souvenir de victoires de l'équipe de France 50 à je ne sais pas combien, c'est pas forcément ce qui valorise le plus et ce qui fait le plus progresser les équipes en face. Là contre la Croatie c'est une dynamique un peu différente, c'est une équipe qui a peut-être un tout petit peu baissé en régime ces dernières années alors qu'elle était en plein développement mais qui continue d'avoir un très bon niveau dans le handball mondial et qui a des choses à se prouver. Dans cette équipe justement Claire on va retrouver Ivana Kapitanovic qui a été rappelée par le sélectionneur croate. Elle joue désormais à Erice en Italie, elle retrouvera la Roumanie la saison prochaine. Qu'est-ce que ça t'évoque ce retour d'Ivana Kapitanovic? Elle nous rappelle quelques souvenirs aussi de ces années à Metz Handball. Oui, Ivana, c'est une gardienne qui a laissé de très bons souvenirs, qui était très, très appréciée. Une gardienne, on va dire, très solide. Et moi, pour le coup, le principal souvenir, c'est son duo avec Laura Glauser, notamment lors du premier Final Four qu'on a fait à Budapest. Donc forcément, de très bons souvenirs de cette époque-là, de cette équipe-là. Donc une gardienne très, très souriante, très, très solide et qui nous a beaucoup marqué. Elle sera sûrement bien accueillie par le public des arènes de Metz, parce qu'effectivement, ce match retour contre la Croatie, il va se jouer chez nous, à Metz, avec la possibilité pour le public messin d'acclamer d'anciennes joueuses, que ce soit avec l'équipe de Croatie ou aussi avec l'équipe de France. Il y aura de belles retrouvailles, pour en citer quelques noms. Graza Hadi, Atadou Sako, Tamara Horacek, Camille Depuizet, Marie-Hélène Sachka, si elle revient dans le groupe puisqu'elle a été blessée, Méline Nokandi, peut-être que j'en oublie d'autres. C'est toujours sympa d'avoir ces occasions-là, de retrouver ces joueuses sous le maillot bleu au cœur des arènes de Metz. Alors déjà, on est content parce que Atadou Sako portera le bon maillot et fera mal à l'équipe visiteuse cette fois. C'est vrai qu'Atadou Sako en face de nous, c'est bon, on a donné. C'est plus sympa de l'avoir effectivement avec nous que contre nous. Mais oui, ça faisait un petit moment que l'équipe de France n'était pas venue à Metz. 2022, une confrontation contre l'Allemagne. Ça commence à remonter un petit peu quand même. Évidemment, il faut faire un petit peu le tour de la France, peut-être aller dans des bastions qui sont un petit peu moins handball que Metz pour populariser cette équipe. Je sais par exemple du côté de Brest, ça râle un petit peu parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu l'équipe de France et on les a un peu plus souvent qu'eux. Donc la rivalité Metz-Brest se fait aussi sur ce terrain-là. Ils reverront sans doute l'équipe de France bientôt. Nos amis brestois, on leur souhaite parce que l'équipe de France, c'est pas seulement l'équipe de... Même s'il y a beaucoup de Messines de Metz ou de... Et c'est beaucoup de Brestoises. Ou de Brest. Ou de Dijon, parce qu'on a aussi de plus en plus de joueuses de Dijon. C'est vrai. C'est l'équipe de... J'ai l'impression de parler comme sur le Tour de France, c'est l'équipe de toute la France. Donc, c'est... Ah oui, là oui, on est vraiment sur le Tour de France. Là. Donc c'est bien que cette équipe voyage un petit peu partout, bien évidemment. Mais il y a un magnifique engouement. Je crois que les supporters messins d'ailleurs ont eu beaucoup de mal à trouver des places et le club a même dû faire un communiqué en disant que c'était pas eux qui géraient. Le club n'y est pour rien. Et c'est ça, et que malheureusement il y avait beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Donc en tout cas dans l'Est il y a eu un très bel engouement. C'est parti très vite. On aura des arènes archi-comptes pour cette rencontre et ça va être plutôt sympa d'avoir une fête du handball. Il faudrait pousser les murs des arènes parce que moi aussi je me suis pas accrédité. J'ai voulu chercher des places pour regarder le match dans le public. Il y en avait plus. Si tu regardes bien, parfois il y en a qui se libèrent, il faut les attraper au moment où elles approchent, mais c'est sûr que ça va être un sacré événement pour le territoire d'avoir cette rencontre-là. L'équipe de France, c'est toujours un moment important quand elle se déplace. Je vous propose de parler désormais un petit peu des autres équipes nationales qui sont représentées par d'autres Dragons. Il y a la Suède qui doit absolument repartir de l'avant après sa 15e place au mondial. La Hongrie qui veut reprendre aussi sa marche en avant après avoir peut-être marqué un palier. La République tchèque veut continuer à grandir puisqu'en plus c'est une équipe qui va accueillir le prochain Euro, donc forcément il y a cette ambition-là. Claire, quel parcours t'intéresse le plus, sur lequel tu vas cliquer pour suivre nos Dragons? Personnellement, c'est dans les matchs que tu as évoqués, c'était la Hongrie, le match entre la Hongrie et le Danemark. C'est des pays que j'aime beaucoup suivre. De par nos Dragons, nos anciennes Dragons, nos futurs ex-futurs Dragons. Et Jorgensen, pour ne citer qu'elle. Peut-être bien. Et puis parce que ce sont des joueuses aussi qu'on va de nouveau avoir en probable confrontation du fait du FTC Budapest avec Catherine Kluivert, avec Petra Simon, qui se sont d'ailleurs pas mal montrées, tout comme Anna, tout comme Petra. Donc c'est un match auquel je me suis intéressée. C'était un match un peu spécial en plus. Alors pour donner le résultat à nos spectateurs qui n'ont pas tout suivi, la Hongrie
Hongrie a perdu contre le Danemark 19-21, donc un match avec assez peu de buts finalement assez... Il va y avoir une paire de coups de coude et de coups de la corde à linge dans ce match-là. C'était un match assez fermé. J'ai noté Anna Albeck a mis 4 buts, Petra Vamos en a mis 3. Et il y a aussi eu quelques petits honneurs pour certaines joueuses qui ont eu des passages importants dans leur carrière, c'est-à-dire un nombre de sélections, un nombre de buts, etc. Claire. Oui, Anna a fêté sa 50e sélection, Petra a fêté sa 100e et Chris a fêté sa 150e sélection. Ouais, c'est toujours des chiffres qui peuvent marquer un petit peu, Arthur. C'est bien qu'on puisse honorer comme ça, suivre. Aujourd'hui, on a les stats, quoi. Il y a quelques années en arrière, il fallait vraiment aller compter les feuilles de match, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a un peu de data, on peut faire plaisir aux joueuses et ça fait plaisir au public aussi. Alors aujourd'hui, c'est toujours un petit peu compliqué. Parfois, les stats, selon certaines mesures, ce serait bien que... Après, il faut des gens, évidemment, pour le faire. Il faut Je reparle des stats des gardiennes fournies par l'EHF, parce que là, il y a encore le match de la République tchèque où aucune gardienne n'a fait d'arrêt selon l'EHF. Donc bon, on est encore un peu en train de patiner. C'était un sacré match. Ouais, sacré match. Elles étaient vraiment dans la panade. Pas sûr. Ne serait-ce que d'avoir des passes décisives dans un match, ça veut dire beaucoup. Parfois, on les compte de plus en plus, et tant mieux. Et tant mieux, parce que quand on lit un match et qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir l'apport d'une joueuse, on voit, je sais pas, un 3 sur 6 au shoot, c'est quand même bizarre, alors que si la joueuse a fait 9 ou 10 passes décisives, il y a un impact qui est quand même très fort. Mais on parlait des stats des sélections, c'est quand même déjà impressionnant à son âge que Petra Vamos ait déjà sa 100e sélection avec la Hongrie. Alors évidemment, il y a plus de matchs dans un sport comme le handball en équipe nationale, mais ça reste quand même un chiffre assez significatif et ça montre toute l'expérience qu'elle a déjà, malgré le fait que ce soit quasiment une rookie à l'échelle du handball européen au niveau des clubs. Elle s'est révélée avec Metz Handball l'année dernière. Avant ça, elle était un petit peu connue par-ci par-là, mais ce n'était pas une grande joueuse du Gotha européen. Là, elle est en train de s'affirmer et qu'elle ait déjà ce nombre de sélections, ça dit quelque chose forcément. Et d'ailleurs, pour l'avoir eu en interview la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder en grand format sur le replay. Elle évoque aussi cette jeune joueuse qu'elle était, cette jeune fille, même avant d'être une joueuse, qui rêvait d'un jour être handballeuse professionnelle et un jour porter le maillot de sa sélection et qui aujourd'hui a ce nombre de sélections. Forcément, ça dit quelque chose du parcours et des rêves qu'on peut atteindre quand on s'en donne les moyens. Alors, on va forcément continuer à suivre les équipes nationales qui sont engagées, les Dragons qui sont engagés aussi sur les qualificatifs à l'Euro. On fera un petit bilan, je pense, la semaine prochaine. Pour le moment, on va se diriger vers un peu de handball masculin. On va aller discuter de l'équipe masculine et des Cerbères de Metz Handball dans le tête-à-tête. Parce que dans l'ombre des Dragons, il y a l'équipe masculine de Metz Handball, un ordre des choses aussi logique qu'assumé au sein du club qui n'empêche pas les Cerbères de vivre des saisons riches en National 1 depuis quelques saisons. Ils sont habitués au milieu de tableau en championnat. On se souvient bien sûr de l'épopée en Coupe de France qui les a guidés jusqu'à Bercy la saison dernière. C'est encore dans toutes les têtes des supporters qui ont pu y assister. Vous retrouverez bien sûr le coach David Motika en interview dans quelques instants. Il a choisi de raccrocher après 8 saisons. Arthur, toi, David Motika, tu l'as déjà rencontré, tu as déjà vu plusieurs matchs des Cerbères. C'est une personnalité à part entière et avec les départs déjà actés la saison dernière, pas mal de cadres de l'équipe ont tiré leur révérence. Eh bien, c'est aussi un changement de cycle qui s'organise à Metz Handball. Ouais, c'est un énorme changement de cycle. Comme tu le dis, il y a toute une génération de joueuses. Sur le visuel derrière toi, on voit le gardien, Nicolas Balmy. C'est une photo de l'année dernière. Ouais, les frères Bettenfeld aussi qui sont partis. Il y a eu un vrai renouvellement de l'effectif. Ouais. Déjà, pour faire une lecture pure et dure sur cette saison, c'est déjà super ce qu'ils font compte tenu de ce renouvellement. On sait que c'est jamais facile. C'est une équipe qui a dû batailler. Il fut un temps pour garder ne serait-ce que sa place en National 2, qui a bataillé pour monter en National 1, qui a bataillé pour gagner sa place, pour garder sa place en N1, et qui là titille le haut de tableau, est capable de faire des coups. Ils ont perdu d'un but contre le leader Belfort, il me semble, récemment. C'est une équipe qui est capable de faire des coups. Et la preuve, on l'a vu l'année dernière en Coupe de France, même si l'effectif est fédéral, même si l'effectif n'est pas le même. C'est une équipe qui, je pense, est capable de se sublimer quand l'adversité est supérieure. Peut-être même encore plus face à des équipes de la plus grosse poule de N1. Ça s'appelait N1 Elite l'année dernière, ça s'appelle poule fédérale, il me semble. Il y a la N1, oui, N1 Elite, on continue de l'appeler, mais c'est la poule fédérale, effectivement. Donc, pourquoi pas une nouvelle épopée, ce serait, et peut-être victorieuse, ce serait la plus belle façon pour David Motika
de raccrocher la tablette de coach derrière lui. Parce que, pour parler de ces 8 années, c'est quelqu'un qui est toujours dans une analyse très juste de son groupe. C'est un vrai esprit handball et ça va créer quand même un certain vide. Il va falloir être costaud pour le successeur. En tout cas, on peut saluer ce qu'il a réussi à mettre en place pendant toutes ces années avec les Cerbères. Ouais, il a rempli la mission. Une des missions, c'était de retrouver la Nationale 1 et l'autre mission, c'était de le stabiliser en Nationale 1 notamment. Il a fait un peu mieux que ça avec quelques belles épopées en plus. Et tu parlais de son exigence aussi. Il aimerait bien que son équipe aille quelques petits crans plus haut parfois. Il y a des matchs qui sont prenables et qui sont manqués. Et il en parlera mieux que moi dans l'interview dans quelques instants. Claire, je veux revenir avec toi sur ce qui s'est passé l'année dernière, cette finale qui a été jouée en Coupe de France fédérale à Bercy. C'était l'occasion de retrouver les deux équipes principales de Metz Handball dans une finale entre guillemets commune. Ça a été une sacrée fête pour les jaunes et bleus. Même s'ils ont fait une deuxième place, on a pu voir qu'il y avait une vraie ferveur qui pouvait se créer autour des équipes. Oui, le club, on avait fait un super événement. Ils avaient même fait des t-shirts, je crois, par rapport à ça. Tout le monde était venu plus tôt pour les encourager. C'était une très belle ambiance, c'était une belle communion. Le match était très engagé. Moi, je me souviens du carton rouge très, très rapide, malheureusement, pour un des Messins en première mi-temps. Ce qui avait, au départ, je trouvais ce qui les avait un peu déstabilisés, mais ça leur avait aussi donné beaucoup de combativité. Et finalement, j'avais peut-être aussi l'impression que c'était le côté expérience, le côté physique qui avait pêché un peu à la fin, mais en vrai, ils étaient vraiment pas si loin. Donc, ça termine à 2 buts, oui. Ce qui peut nourrir aussi un petit peu des frustrations à un moment donné. Alors ce week-end, justement, ils jouent contre Mulhouse-Rixheim, une équipe pensionnaire de N1 Élite, encore une fois, pour se rapprocher un peu plus du bel accomplissement de retrouver des finalités de Coupe de France. Ça ne fait pas peur aux Cerbères. Au tour précédent, ils ont battu une autre équipe de N1 Élite, Folchevillers, un petit derby sympathique comme ça. Mais David Motika en parle beaucoup mieux que moi. Je vous propose de l'écouter. Il va nous donner la tendance pour cette poursuite de saison des Cerbères de Metz Handball. Bonjour David. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. On a pas mal de sujets que j'ai envie d'évoquer avec toi. Forcément, un National 1, on aime bien mettre un peu le focus sur les garçons une fois au moins dans l'année dans Dragon Max. Ça va être le cas aujourd'hui. On va commencer peut-être avec la thématique la plus forte. En début d'année 2026, tu as annoncé via les réseaux sociaux du club que l'aventure avec Metz Handball allait s'arrêter après 8 saisons. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet ? À ce sujet, c'est vrai que ça restera des moments forts dans ma carrière d'entraîneur. C'est vrai que maintenant, ça fait 8 ans que j'enchaîne les déplacements sur Metz. Et c'est vrai que là, à un moment donné, c'est plus le corps qui a choisi. Ma santé mentale, ma santé physique aussi, où j'ai des petits bobos à droite, à gauche. Et c'est vrai que les allers-retours Nancy-Metz ont fait qu'à un moment donné, il fallait prendre une décision et j'ai décidé d'arrêter. De l'annoncer au club le plus tôt possible. Je l'ai annoncé au mois de décembre pour que le club puisse se retourner de son côté, de faire au mieux pour retrouver rapidement un entraîneur et se projeter rapidement sur la saison suivante. Donc voilà, les choses ont été faites correctement et maintenant on verra l'avenir tranquillement. En fin de saison, l'année dernière, il y a eu beaucoup de départs, des joueurs emblématiques, un peu une ossature aussi du groupe qui ont choisi d'arrêter. Ça aurait pu être à ce moment-là aussi la fin pour David Motika. Oui, ça fait quelques temps que je me pose la question sur la continuité sur le projet Metz Handball. Et ce qui a fait en sorte que je continue peut-être l'année supplémentaire sur Metz Handball, c'est justement ce changement. Ça faisait 7 ans que je travaillais avec les mêmes personnes entre guillemets sur le terrain. Et le fait que toute cette vague d'anciens joueurs arrête, ça m'a remis peut-être un coup de boost pour pourquoi pas continuer le projet avec une nouvelle génération qui débarquait et des joueurs qu'on a réussi à recruter assez rapidement. Donc c'est vrai que je me suis senti dans un élan plutôt positif et je me suis dit pourquoi pas reconstruire quelque chose avec des nouveaux joueurs et créer une nouvelle dynamique. On va en parler de cet élan positif, parce que ça ne se passe pas trop mal finalement cette saison du côté des garçons à Metz Handball. Mais avant ça, une aventure de 8 ans, forcément, c'est marquant. Il y a eu cette stabilisation au niveau de la N1, il y a eu des saisons un petit peu folles aussi. Il y a eu cette finale de Coupe de France fédérale la saison dernière qui est forcément très, très, très marquante. Qu'est-ce que tu vas en garder de cette aventure à Metz Handball ? Que des belles choses. Je pense qu'on a vécu une aventure formidable tous ensemble avec le club, avec les dirigeants, avec les joueurs. On est passé par des moments délicats, ça c'est vrai, dès le départ, dès les premières saisons, ça a été un petit peu délicat, mais on a réussi à monter sur la deuxième saison, je crois, sur la Nationale 2, on est monté en Nationale 1, et depuis on perdure sur ce niveau depuis maintenant 6 ans. Donc malgré les quelques difficultés qu'on a eues sur certaines saisons, on a réussi à maintenir le cap et avoir des résultats plutôt sportifs intéressants.
À chaque fois, on termine 7e au classement. Je pense qu'on méritait certaines fois peut-être un peu mieux, en se donnant un peu plus de rigueur, un peu plus d'investissement de la part des joueurs, en se poussant un peu plus. Je pense qu'on aurait pu atteindre un top 4, top 5. Mais voilà, et puis cette aventure en Coupe de France l'année dernière qui n'était pas prévue. Au départ, on ne devait pas la jouer, on devait donner priorité au championnat. Et puis on s'est pris au jeu, et puis l'aventure a été tellement belle et tellement frustrante à la fin. Que voilà, ça reste encore dans nos mémoires sur un double sentiment positif d'avoir vécu ce genre de choses et fier d'avoir fait cette aventure tous ensemble. Et en même temps, ce petit goût d'inachevé qui reste dans notre bouche parce que cette finale, elle était à notre portée. Et à 20 minutes de la fin, malheureusement, on la lâche. Mais voilà, on reste sur des bons souvenirs sur les 8 années passées à Metz. Cette Coupe de France, chemin faisant, les mois évoluant, etc., la frustration doit s'effacer un tout petit peu, non? L'aventure a été belle malgré la fin qui n'est pas à la hauteur. Alors s'effacer, je ne suis pas sûr. Non? Je ne suis pas sûr. Dès qu'on remémore les moments de cette finale et qu'on revoit les images, c'est vrai qu'on se dit cette finale, elle était pour nous. Voilà, la 35-40e, on y a plus 5, plus 6, on maîtrise le match et puis quelques faits de jeu font que on perd pied et puis on laisse cette finale nous échapper et on termine à 2 buts à la fin. Mais ça laisse un petit goût d'inachevé quand même. Quand je regarde la médaille à la maison et qu'elle a une couleur argentée, je me dis qu'elle aurait pu avoir une autre couleur et ça laisse un petit goût quand même amer dans la bouche. Mais ça révèle quand même qu'elle est en vue à la maison et ça dit quand même quelque chose. Elle est en vue à la maison, oui, bien sûr, elle est dans le salon, elle est là en vue. Et non, malgré tout, on reste fiers de ce parcours et ça a créé un tel engouement sur la structure de Metz Handball avec les filles et les garçons au même endroit. C'est historique, mine de rien. Ouais, c'est historique. Et même au niveau de ma famille, tout le monde a participé à l'événement, tout le monde a été sur Paris, passé un week-end tellement sympa. Et ça avait une sacrée ambiance en tribune aussi. Exactement, ouais. Non, ça reste des grands moments. Bon, la Coupe, on va en reparler un petit peu après, parce qu'il y a une nouvelle saison à disputer actuellement. On va passer un petit coup par la Nationale 1. Actuellement, l'équipe est en plein milieu du tableau, 6e place. Oui. Est-ce que ça correspond aux attentes finalement avec un effectif qui a été beaucoup remanié, ou est-ce qu'il y a encore cette envie, comme tu le disais juste avant, d'aller chercher peut-être un cran ou deux plus haut pour aller décrocher des belles places? C'est exactement ça, ça laisse encore une fois un goût d'inachevé. Et même s'il y a eu un grand chamboulement à l'intersaison et qu'il y a eu un départ de 12-13 joueurs et une arrivée de 11 à 12 joueurs, on se dit qu'il faut du temps. Mais il y a une telle capacité individuelle de chaque joueur recruté qu'aujourd'hui, je pense que les résultats, malheureusement, ne sont pas suffisants et on le sait. Avec une rigueur supplémentaire, un investissement supplémentaire de chaque joueur et de chacun, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à notre place. On a eu quelques déconvenues à domicile contre certaines équipes qui n'auraient pas eu lieu d'être. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on mériterait dans le top 4, top 5. Aujourd'hui, heureusement qu'on a gagné la semaine dernière à Annecy parce que ça casse une série un peu négative. Sinon, on se retrouvait une série négative. On était quand même sur 6 matchs sans victoire. Ouais. Donc là, heureusement qu'on a gagné à Annecy. Autrement, on serait retrouvé à 1 point de la descente. Donc voilà, on est à la fois pas loin de la 4e place, mais pas loin aussi des relégables. Donc on doit rester prudent, faire le travail comme il faut, prendre les points où il faut rapidement. Et puis se libérer pour pouvoir se faire plaisir, pourquoi pas, sur de la Coupe de France et vivre une fin de saison un peu plus détendue, on va dire. C'est vrai que cette équipe, on sent qu'elle a des hauts, des bas et qu'elle a des moments un peu où elle fluctue beaucoup dans le jeu. Il y a cette série aussi au mois de novembre où il y a 4 matchs consécutifs de gagner. Ça marque aussi que cette équipe, elle a du potentiel, qu'elle a du talent et qu'on peut envisager d'aller chercher un petit peu plus loin. Cette équipe a tellement de potentiel qu'on a très mal commencé la saison. Après, on a une série de 4-5 victoires, dont une victoire chez le premier, c'est sa seule défaite de la saison à Annecy-le-Vieux. Et puis derrière, on s'écroule complètement sur le mois de novembre-décembre. Hâte d'être en vacances peut-être chez certains, et puis la tête ailleurs chez d'autres, un peu de fatigue également. Et puis une reprise un peu compliquée en termes de résultats encore une fois, alors qu'on a un potentiel tellement intéressant chez certains joueurs quand on a envie de se mettre au diapason, se mettre au travail collectivement. Et ouais, aujourd'hui, peut-être qu'il nous manque certains cadres dans l'équipe pour remobiliser tout le monde dans le même sens et pousser tout le monde vers l'avant. Voilà, on espère que cette Coupe de France va nous aider aussi à pourquoi pas entrevoir une belle fin de saison. Ah oui, cette victoire en championnat aussi il y a quelques jours qui peut aussi faire un effet déclic après exactement. Une mauvaise série, de se dire on vient de gagner un match, ça va nous emmener vers d'autres réussites. Surtout que oui, cette victoire à Annecy n'était pas évidente. On avait 2 absents, 3 joueurs malades en arrivant à Annecy. Certains joueurs n'étaient pas bien, donc il a fallu limiter les rotations. On a joué à 7 ou 8 joueurs, donc ce n'était pas forcément évident. Annecy, chez eux, c'était plutôt une équipe hyper solide.
Donc oui, on a réussi cette fois-ci à trouver les valeurs collectives qu'il nous fallait pour remporter ce match à l'extérieur, où des fois on est même meilleur qu'à domicile. Faut chercher à comprendre pourquoi, mais c'est vrai, on arrive plus à se libérer à l'extérieur qu'à domicile. Maintenant, c'est comme ça. Et pourquoi pas s'appuyer sur ces valeurs et puis enchaîner sur de la Coupe de France, pourquoi pas, pour lancer notre fin de saison. Alors justement, là, il va falloir jouer à domicile comme on joue à l'extérieur dans ce cas-là, puisque ce week-end, c'est Exactement. Coupe de France face à Mulhouse-Rixheim, Ouais. une équipe de National 1 élite qu'il va falloir aussi aller chercher. C'est quoi l'ambition dans ce match? À quoi s'attendre finalement pour cette rencontre face à un potentiellement un peu plus gros? L'ambition, je crois qu'elle est claire, on ne va pas se cacher. L'ambition, c'est de gagner. De toute façon, on reçoit un club des nains élites. Je fais confiance aux joueurs. Je crois que sur tous les matchs de Coupe de France, ils ne m'ont pas déçu dans l'intensité, dans la volonté d'aller chercher les victoires, comme on l'a vu à Fochviller au mois de janvier. Il faut le dire qu'il y a aussi une équipe de N1 Elite qui était plutôt bien Exactement, classée qui en plus. était classée 3e en N1 Elite et on ne s'attendait pas forcément à faire un gros résultat là-bas. Voilà, on y allait là-bas pour essayer de faire quelque chose et puis préparer cette deuxième partie de saison. Et finalement, dans les valeurs qu'on attend de cette équipe, on a vu des choses tellement intéressantes sur la combativité, sur l'état d'esprit, sur la cohésion, que dans tous les secteurs de jeu, que moi j'aimerais bien retrouver cet état d'esprit sur tous les matchs, toutes les compétitions. Donc à nous de mettre les ingrédients qu'il faut sur le match de Mulhouse, mais également sur d'autres matchs importants à venir. La semaine prochaine, on reçoit Cernay, qui est mal classé. Il faut absolument prendre les 3 points à domicile. C'est le moment de grimper un tout petit peu sur le classement. Je reste sur ce match de coupe. On sent qu'il se passe aussi des choses au niveau de l'association. Il va se passer des choses aussi autour, dans les tribunes, etc. Il y a une mascotte, il y a des choses qui s'organisent. Ce développement du handball masculin à Metz, il passe aussi par ça, par cette structuration autour du terrain. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on vit un petit peu dans l'ombre des dragons et c'est tout à fait normal vu les résultats qu'elles ont. Après, c'est vrai que c'est quand même relativement frustrant de faire tant d'efforts et d'avoir ce manque de reconnaissance, ce manque d'image, ce manque de valorisation, malgré tous les efforts qui sont mis en place. Aujourd'hui, il y a un comité qui se met en place pour justement dynamiser les matchs, créer des choses sur les réseaux, essayer de dynamiser un petit peu toute l'image qu'on peut donner de l'association, une image plutôt positive et tous les efforts, récompenser tous les efforts des entraîneurs, des bénévoles et des joueurs sur l'association. Aujourd'hui, on vit un peu dans l'ombre et justement l'objectif c'est dans les prochains temps sur cette fin de saison et par la suite pour les personnes qui vont récupérer le projet d'embellir cette image et d'avoir un maximum de reconnaissance de la part du grand public. Alors forcément, il y a encore du chemin à faire en coupe notamment, mais on peut peut-être se prendre un petit peu à rêver de réitérer le chemin de l'année dernière et d'aller chercher encore un gros résultat ou pour le moment c'est encore trop loin, il y a encore trop d'étapes? Il y a beaucoup d'étapes encore, mais on se dit qu'on est quand même qu'à 3 matchs de Bercy. Donc voilà, en remportant ce match contre Mulhouse, on serait à un tournoi à 4 équipes de Bercy. Après, d'un autre côté, quand on voit les équipes qui restent encore à jouer, et on se dit que les marches sont de plus en plus hautes. Donc voilà, mais voilà, l'équipe est tellement capable de proposer des choses qui nous surprennent de jour en jour. Donc voilà, je leur fais confiance pour trouver ces valeurs, notamment ce week-end contre Mulhouse et pourquoi pas par la suite si le résultat est positif ce week-end. On va déjà laisser passer le match contre Mulhouse, Exactement, laisser parler, laisser marche passer par marche, exactement. le terrain. Je reviens pour terminer cette interview sur le plan personnel. 46 ans, c'est jeune pour raccrocher une carrière d'entraîneur. De quoi l'avenir est fait après ce départ de Metz Handball? Est-ce qu'il y a une ambition de rester sur le bord des terrains ou est-ce qu'il faut couper? J'ai pas forcément dit que j'allais arrêter ma carrière d'entraîneur. J'ai simplement dit que j'allais arrêter sur Metz, notamment pour des raisons de fatigue, de déplacement. Et puis également pour laisser place à un nouveau projet avec un nouvel entraîneur qui lui pourra s'occuper justement de la formation des jeunes, formation des cadres, chose que moi j'avais du mal à faire à distance depuis Nancy. Donc je pense que c'est aussi un bien pour Metz Handball de changer d'entraîneur. Et moi de mon côté j'ai eu l'ouverture sur quelques projets, certains se sont fermés, d'autres sont encore ouverts. Aujourd'hui je suis complètement dans l'incertitude, je ne sais pas si je vais saisir un projet ou si je vais prendre une année sabbatique. Après 14 ans d'entraînement à haut niveau, 7 ans sur Villers en tant qu'entraîneur, 8 ans sur Metz. Voilà, C'est un sacré rythme, mine de rien. Ouais, c'est un sacré rythme à enchaîner, boulot toute la journée, plus les soirs, les entraînements, plus les week-ends. Voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis sur le terrain, donc je me dis, est-ce qu'il faut souffler une année pour me repartir par la suite ou est-ce qu'il faut reprendre un projet? C'est en cours de réflexion, je ne me mets aucune pression et on étudie les choses tranquillement.
ne sais pas si la structure Metz Handball sera prête à affronter une équipe coachée par David Motika, donc il faudra bien faire les choix si jamais il y a un avenir rapide sur le bord des terrains. En tout cas, merci beaucoup David, il y a encore une très belle saison à vivre avec les Cerbères. On va suivre en premier lieu ce match de Coupe de France pour voir jusqu'où ça peut aller. Et puis forcément en championnat, si cette équipe arrive, comme on l'a dit, à grappiller les petites places supplémentaires qui correspondent au potentiel. L'objectif, c'est de terminer du mieux possible cette saison, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, et de prendre un maximum de plaisir. Merci beaucoup David, et puis s'il y a des bons résultats, on reviendra, promis. Super, merci. Et cette interview, bien sûr, elle appelle d'autres choses. Si jamais les Cerbères font de beaux résultats, on retournera les voir, on ira à l'entraînement, on ira voir les matchs. On ne se ferme aucune porte en cas de bons résultats de l'équipe masculine de Metz Handball, bien sûr. En tout cas, pour le moment, c'est la fin de cette émission. Merci Arthur, merci Claire d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à vous, comme chaque semaine, de nous suivre devant votre écran. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine.